Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette dernière table ronde intitulée Mixité, quels enjeux pour l'IA et la société de demain. Un grand merci pour votre présence. Il s'agit de la 4e et dernière session de table ronde que nous animons cette semaine à l'occasion de notre événement numérique dans le regard des femmes. Il est organisé par ENI, le leader de la formation à l'informatique. On est parti du constat que les femmes étaient encore trop peu nombreuses dans les métiers du numérique. On parle de 20 à 30% dans les métiers du numérique de manière générale, mais on descend plutôt autour de 12% dans les métiers plus techniques et on atteint même difficilement les 5% du côté de l'IA. Alors qu'en réalité, elle représentait en 2019 à peu près 50% de la population mondiale. On se rend compte qu'il y a une déperdition des femmes, en tout cas de leur représentation dans le secteur du numérique et d'autant plus quand c'est technique. Pour ma part, je suis Catel Le Tertre, je suis Brand Content Manager chez ENI et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Virginie Mativet. Elle est autrice aux éditions ENI, docteur en intelligence artificielle et également Chief R&D Officer et Data Squad Team Leader chez Teamwork. Nous recevons également Carole Laillé qui est elle aussi docteur en sciences du langage et est consultante et formatrice en intelligence artificielle. Merci à vous deux de nous faire l'honneur de votre présence pour partager ce moment avec nos participants. La session d'aujourd'hui va se dérouler en 2 temps. Comme les précédentes, on aura à peu près 45 minutes d'entretien avec nos invités et les 15 dernières minutes seront consacrées à un temps d'échange avec vous et à vos questions. Donc, tout au long du webinaire ou bien à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de chat ou à faire vos remarques et puis on pourra y revenir un petit peu plus tard. Avant de commencer, je vous propose à chacune de vous présenter en 2 phrases, si vous le voulez bien. Virginie, est-ce que tu veux bien commencer? Allez, je commence. Alors, en fait, tu as déjà un peu tout dit, en fait, Catel. Donc, effectivement, j'ai un doctorat en IA. Je me suis intéressée à ce sujet il y a déjà pas mal d'années et ce n'était pas à la mode du tout. Donc, les entreprises ne voulaient pas embaucher en IA parce que ça ne marchera jamais. J'ai été prof pendant plus de 10 ans. Et puis, il y a 4 ans, je me suis lancée dans une autre aventure avec Teamwork pour lancer une activité IA chez eux. Et aujourd'hui, je suis team leader de l'équipe qui s'occupe de tous ces sujets-là, qui s'appelle la Data Squad. Voilà. Et du coup, je peux m'éclater à faire de l'IA et comme quoi ça marche en fait. Voilà. Oui, ça fonctionne. Alors, Carole Laillé, effectivement, docteur en sciences du langage, ça surprend souvent parce que le lien avec l'IA n'est pas forcément immédiat. Pourtant, si, ça s'explique en dehors même de mes appétences personnelles par le fait que j'ai fait ma thèse dans un laboratoire qui s'occupe de systèmes de reconnaissance de la parole, de traduction, de locuteurs, etc. D'où le fait d'être tombé littéralement et dans la salle serveur et dans les systèmes et d'avoir pris goût à construire aussi ces briques d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je propose mes services soit en pure tech, avec effectivement des éléments de technique et de technologie, soit en usage et en analytique, puisque j'essaye de lier le mieux possible les usages langagiers et la façon dont on les utilise, dont on les reconnaît dans les différents outils, que ce soit des chatbots, des outils de trad, des outils de sous-titrage, etc. Merci Carole. Alors, je pense qu'on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pensais commencer par un constat, donc on l'a dit précédemment, les femmes sont trop peu représentées dans le numérique. On a parlé lundi de la place des femmes dans les entreprises, mardi de la légitimité et du syndrome d'imposture qu'on pouvait ressentir. Et hier, on a abordé l'impact du langage sur la place des femmes. Aujourd'hui, on souhaite donc vous emmener sur un terrain un peu plus technique, mais dans lequel les femmes ont leur place et c'est même plus que nécessaire. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Selon une étude de Data Consultancy Services, j'ai vu que 89% des entreprises considèrent l'IA comme un levier qui leur permettrait de renforcer leur capacité d'innovation. Dans l'informatique, il y a à peu près 26% des entreprises qui ont déjà déployé de l'IA et ces chiffres évidemment ne font que croître. De manière générale, il y a plus de 40% des entreprises qui affirment dans cette même étude qu'ils utilisent des algorithmes pour le machine learning, pour analyser leurs données ou encore pour faire des robots logiciels et automatiser leurs processus. Est-ce que dans un premier temps, vous voudriez bien revenir sur ce que c'est l'IA déjà, tout simplement pour commencer? Est-ce que Carole, je te laisse la partie définition, puisque tu es spécialiste du langage. Parce que je fais de la grammaire, c'est ça, les définitions sont
Je plaisante. Alors, l'IA, effectivement, c'est l'ensemble de ces processus, dit-on, qui permettent de simuler l'intelligence, les processus cognitifs d'un homme, que ce soit pour prendre des décisions ou pour agir sur le monde. C'est aussi une décision que d'allumer la lumière dans une pièce. Mais là où ça se complique, comme l'a très bien dit Virginie, ou comme l'a très bien esquissé Virginie tout à l'heure, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, intelligence artificielle, IA, on va mettre tout un nombre de traits sémantiques derrière qu'on ne mettait pas forcément il y a encore 10 ans ou il y a encore 20 ans. Alors, Virginie nous dira peut-être par rapport à son titre de thèse, qui est sûrement très amusant. Je ne connais pas ton titre de thèse, Virginie, tu nous le diras. Mais typiquement, Yann Lequin, qui est aujourd'hui considéré comme un des papes ou des pères de l'IA, a passé une thèse sur la reconnaissance de forme. Et on ne disait pas forcément intelligence artificielle derrière ses travaux, pourtant c'était déjà de l'IA. Donc il y a aussi cette notion à avoir en tête de mouvance même de la définition. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de machine learning ou de deep learning. On ne parle plus beaucoup, ça revient un peu de système expert. Voilà, il y a aussi une définition qui est en mouvance, mais l'idée c'est de pouvoir simuler des processus cognitifs. Merci Carole. Je rebondis pour dire qu'effectivement, moi, c'est aussi la définition que j'utilise, c'est la même définition que Carole, c'est la simulation de processus cognitifs. Donc sur ça, on est à 100% raccord. Et effectivement, c'est très très vaste. Et après, non seulement ça dépend et ça bouge au cours du temps, mais ça dépend aussi en fonction des cultures, en fonction des lieux, parce qu'il y a des choses qui seront considérées comme de la simulation de processus cognitifs dans certaines parties du monde, mais peut-être pas dans d'autres, parce que voilà, c'est très culturel aussi. Donc c'est une définition qui est assez floue et du coup, il y en a qui en profitent un petit peu pour faire rentrer un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Mais aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, dans 95% des cas, on parle de machine learning en fait derrière, qui n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. Merci pour ces précisions, parce qu'effectivement, c'est pas forcément des sujets qu'il est évident d'identifier ou de définir quand on ne travaille pas dans le secteur. On peut nier donc le numérique et l'IA sont le futur de notre société et que les IA sont programmées par des individus derrière chaque algorithme ou chaque élément de l'IA. Il y a une personne qui a conçu un programme et qui est conçu aussi en fonction du prisme de chacun. Pour rappel, j'indiquais tout à l'heure qu'on comptait que 5% de femmes dans les effectifs de l'IA. Je ne sais pas si c'est des chiffres que vous avez aussi de votre côté dans votre expérience. Mais voilà, concrètement, quels sont... Ah, Carole, tu particulier, oui, si je peux me permettre, j'ai un parcours assez académique puisque j'ai fait une thèse dans un labo d'info qui traitait déjà de tous ces sujets et pour le coup, on avait quelques chercheurs femmes. Alors, je dis plutôt souvent, alors après, je sais que la table ronde sur le langage a eu lieu hier. J'ai l'habitude de dire chercheur et pas chercheuse. Eu égard à mon passé de linguistique, ça me fait trop penser à être chercheuse, j'arrive pas à dire chercheuse. Mais c'est aussi un prisme de locuteur, hein, j'assume parfaitement, donc je dis chercheur même au féminin. Et pour le coup, j'étais avec quelques chercheurs femmes et la représentativité dans nos groupes de recherche était supérieure à ce que tu viens de souligner, Catel. Même si pour autant, comme on le disait tout à l'heure avec Elodie, si j'ai pas oublié son prénom, pardon à elle si c'est pas son prénom, toujours est-il que effectivement dans les cours aujourd'hui, quand on donne des cours, Virginie et moi, on a plutôt tendance à dire bonjour madame, bonjour messieurs, parce qu'effectivement la représentativité des femmes dans les cours est relativement faible, trop faible évidemment, mais ça dépend vraiment des thématiques. Et de la répartition. Parce que quand on parle d'IA, Virginie l'a bien dit, on parle de machine learning, mais on peut aussi parler d'image, on peut parler de vidéo, on peut parler de langage. Dans le langage, on peut trouver la parole, l'écrit, faire la différence entre la traduction, le NLP, etc. Donc ça dépend aussi des domaines. Oui, tous ces chiffres sont à
à remettre dans un contexte spécifique à chaque fois. Comme on l'a dit, souvent j'introduisais en expliquant qu'il y avait 20 à 30% de femmes dans le numérique. En réalité, ça englobe aussi tous les métiers du marketing, des RH, etc., qui comprennent des métiers du numérique, ce qui fait que ça gonfle aussi un peu les chiffres. Donc voilà, il faut aussi bien saisir ce qu'implique chacun de ces chiffres. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont quand même très peu nombreuses, trop peu nombreuses. Et concrètement, quels sont les impacts du fait d'avoir une si faible représentativité des femmes dans l'IA pour l'avenir, enfin dans l'avenir de notre société, et aussi quels sont les enjeux d'une augmentation du nombre de femmes dans le domaine. Je pense qu'il y en a plein en fait. Il y a plein de choses à aborder avec cette question. C'est une énorme question en fait qu'on peut décomposer. Déjà dans l'IA, il n'y a pas une personne qui fait quelque chose. Il y a des équipes, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il y a déjà tout ce qui est chercheurs, hommes ou femmes, qui travaillent dans les laboratoires de recherche qui vont créer les algorithmes d'apprentissage. Donc ça, c'est déjà une première population. Ensuite, il y a la population qui va créer des datasets, les labelliser, les trier, les classer, créer les catégories et ainsi de suite. Il y a la population des data scientists qui prennent des datasets, qui prennent des algorithmes d'apprentissage et qui en créent des modèles d'IA. Et ces modèles, après, il y a encore une autre population qui va prendre ces modèles d'IA et qui va les déployer dans un environnement informatique pour qu'ils soient utilisés. Et du coup, sur ces 4 populations-là, on n'a pas forcément des proportions de hommes-femmes qui sont les mêmes. Parce que quand on regarde dans la recherche, on doit être peut-être aux alentours de 10%, je dirais à vue de nez. Je ne sais pas si Carole, tu es à peu près dans ces eaux-là, peut-être plus en fonction des domaines. Sur la labellisation, plus, mais pas plus, effectivement. Sur la labellisation, il y a beaucoup de femmes, parce qu'en plus, ce sont des métiers qui, des fois, sont très peu payés. Les petites mains, en fait, qui vont labelliser les données ne sont pas toujours très bien payées. Et au final, on retrouve beaucoup de femmes dans ces métiers-là. Sur le data scientist, je pense qu'on a quelque chose qui est un peu plus… Alors, on n'est pas encore à la mixité, encore moins à la parité, mais on est un peu plus élevé. Finalement, on devrait atteindre les 15 à 20% de femmes. Et après, par contre, sur la partie déploiement des modèles, alors là, c'est le désert absolu. Il doit y avoir à peu près 5, à grand max 10% de femmes sur ces métiers-là. C'est très, très rare, en fait. Et effectivement, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes tâches et ce n'est pas le même non plus niveau de reconnaissance de ces métiers-là. Les salaires sont très différents aussi. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans les métiers qui payent moins et peu de femmes dans les métiers qui payent beaucoup. Donc, il y a quand même un enjeu sociétal important derrière. En fait, c'est pourquoi les femmes seraient limitées à des métiers qui payent moins que ceux des hommes et qu'elles soient peu présentes dans les métiers qui payent plus, en fait, tout simplement. C'est pas, voilà. Ça, c'est déjà pour moi un premier gros sujet, quoi. Et un autre gros sujet derrière, c'est la diversité. Parce que les datasets, pour les faire et qu'ils soient efficaces, il faut essayer de prévoir plein de cas. Et le problème, c'est qu'une seule personne ne peut pas réfléchir à tout. Donc, il y a besoin de plein de personnes pour réfléchir à plein de choses et chacun va voir les choses par son propre prisme et pas par rapport au prisme de la population globale. Et du coup, potentiellement, avoir de la diversité, que ce soit sur le genre, mais aussi sur la culture, sur le milieu social ou plein d'autres choses, l'endroit où on vit, ça va avoir un impact sur ce dataset. Et on sait très bien que la majorité de la qualité d'un modèle vient de la qualité de son dataset. Donc voilà. Donc là, c'est important qu'il y ait des femmes, mais qu'il y ait aussi toutes les diversités possibles sur ce point-là, quoi. Je plus sois carrément, vraiment. Effectivement, quand on parle des annotateurs, des transcripteurs, de la récolte des données, de la façon dont on s'occupe des données et de comment on les transforme, effectivement, on trouve pour remplir ces missions qui sont de première importance et très très importantes pour toute la chaîne, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Quand je mène des campagnes de récolte de données et d'annotation, c'est souvent un métier qui intéresse les étudiantes parallèlement à leurs études. Et c'est vrai que c'est toujours très délicat d'arriver à avoir un groupe homogène, c'est-à-dire de trouver des garçons, mais aussi des gens plus vieux, mais aussi des gens de différentes cultures, de façon à ce qu'effectivement ce dataset ne soit pas
limité eu égard aux différents prismes que l'on porte sur les données. J'ai quelques anecdotes à ce sujet si on a 2 minutes. Quand on regarde un corpus, l'objectif, comme l'a souligné Virginie, pour permettre au système d'apprendre correctement, c'est d'être non seulement le moins biaisé possible, mais aussi en rapport avec le cas d'usage extérieur. Si on décide d'annoter des données pour faire de l'analyse de sentiments, de l'analyse d'émotions, par exemple, il va falloir se préoccuper aussi des locuteurs, des usagers cibles chez qui on va essayer de détecter ces émotions et ces états d'esprit. Et dans certains cas d'usage, on va se retrouver avec une population âgée ou alors avec une population d'enfants, etc. Donc, j'ai eu l'occasion de construire ces corpus et ces datasets avec des étudiants et des étudiantes. Et quand on essaye de labelliser correctement et les métadonnées, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire en locuteur à un homme ou à une femme, à un homme jeune, une femme jeune, un homme âgé, une femme âgée, entre deux, c'est comme ça catégoriser un peu les données. Un locuteur natif, un locuteur non natif, pareil, c'est pas forcément facile de le percevoir à l'oreille. Eh bien, on essaye de trouver des traits pour pouvoir catégoriser, labelliser les données, et on se rend compte que parmi les annotateurs, on a beau avoir a priori tous un consensus autour de qu'est-ce qu'une voix d'homme, qu'est-ce qu'une voix de femme, qu'est-ce qu'une voix âgée, qu'est-ce qu'une voix jeune, on se retrouve parfois avec des surprises, parce qu'un corpus, ça se monitore, on fait des mesures sur le corpus, on fait des CAPA, ça s'appelle comme ça, et parfois on se rend compte qu'il y a des désaccords interannotateurs, et puis quand on creuse, on se rend compte que c'est souvent le lieu d'histoire personnelle. Et j'ai comme ça eu une annotatrice qui était assez d'accord avec moi dans le pool d'annotation, parce que je participais aussi aux annotations pour voir leur faisabilité, et assez peu d'accord avec d'autres personnes du groupe. Et puis en réfléchissant, on s'est rendu compte que, eu égard à sa vie quotidienne, elle n'entendait pas de voix jeune. Elle vivait dans un milieu où il y avait autour d'elle des membres de sa famille, tous plus âgés qu'elle. C'était la petite dernière de la famille. Elle avait vraiment l'habitude de côtoyer des gens plus âgés qu'elle, et elle ne percevait plus ou pas suffisamment les voix jeunes et m'annotait beaucoup de voix adultes et quelques voix âgées. Elle arrivait à faire cette distinction-là, mais elle n'entendait plus les voix jeunes. Et en faisant quelques exercices, on s'est rendu compte de ça. Elle a quelque part remis les compteurs à zéro et réhabitué son oreille à essayer de trouver d'autres traits de différenciation. Mais voilà, on est le fruit de nos cultures, de nos lectures, de nos vies quotidiennes. J'en fais l'expérience régulièrement quand, par exemple, j'ai la chance, alors Covid ou pas Covid, de partir quelques jours travailler à Paris. Je vis en pleine montagne, j'arrive dans le métro, fatalement, il y a un choc des cultures qui se fait, puisque entre les marmottes et le métro, la population n'est pas la même. Et je suis à même de voir quels sont les biais que j'ai ici et ceux que j'acquiers quand je suis à Paris. Mais voilà, on ne fait pas tous les jours cet exercice. Je suis sûre que je suis biaisée sur plein d'autres choses et parfois sans m'en rendre compte. Mais la problématique avec les corpus, c'est comment faire en sorte d'avoir une représentativité, une discussion avec tous les membres qui annotent et qui transcrivent, par exemple, pour qu'on ait et un corpus qui corresponde au cas d'usage qui être pris correctement par les systèmes et pour lesquels les résultats vont être ensuite évalués. Et en même temps, comment faire pour trouver un vrai consensus qui ne soit pas le fruit d'une personnalité plus forte parmi les annotateurs qui imposera à tout le monde sa définition. Oui, c'est très important. Ça me fait penser aussi à un autre exemple de l'impact que pouvait avoir le codage d'une IA, en tout cas. Je crois que c'est toi, Virginie, qui m'avait parlé de la voiture Google, ou c'est Carole? Alors, c'est Uber, c'est la voiture d'Uber, la voiture autonome. Et effectivement, c'était en 2018. Donc, ils travaillent sur des voitures autonomes à peu près tous les constructeurs. Et la voiture d'Uber, en 2018, a malheureusement écrasé un piéton. Et donc, ils ont analysé quelles étaient les différentes causes qui ont mené à l'accident. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont mal passées à la suite. Et au final, ça a mené à quelque chose de grave puisque le piéton a été écrasé. Il faut savoir que la voiture a freiné, mais a freiné beaucoup trop tard pour éviter le piéton. Et donc, du coup, c'était une femme qui traversait avec son vélo et qui s'est fait écraser. Ils ont analysé ensuite le modèle pour savoir pourquoi il n'avait pas détecté le piéton à temps, c'est-à-dire de loin, en fait, parce que normalement, la caméra est censée détecter le piéton de loin.
Et ils ont fini par se rendre compte qu'en fait, quand ils ont créé leur dataset pour apprendre ce qu'était un piéton, les piétons étaient toujours sur des passages piétons. Et en fait, ils ont oublié de mettre dans le dataset des piétons qui traversaient en dehors des passages piétons, en dehors des clous. Et ça a eu une conséquence catastrophique. Alors, comme on dit un peu pour plaisanter dans mon équipe, c'est que heureusement qu'ils ne l'ont pas testé à Lyon, ou malheureusement parce qu'ils l'auraient testé dans les rues de Lyon. Au bout de 5 minutes, ils se seraient rendus compte qu'il y avait un problème et que les piétons n'étaient pas détectés comme il fallait. Mais là, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le dataset n'était pas complet. Il manquait ce cas-là. Et comme je vous disais, penser à tous les cas, c'est impossible. Mais en fait, comme c'était des personnes qui vivaient en ville, sûrement dans la Silicon Valley ou ainsi de suite, ils ont juste pensé à ce qu'ils rencontrent tous les jours, en fait. Donc, ils ont peut-être pensé à mettre des personnes qui traversaient en fauteuil roulant ou qui traversaient avec une canne ou des parents avec leurs enfants. Mais ils n'ont pas pensé au fait que les gens peuvent traverser. Quand il n'y a pas de passage piéton, ils traversent en dehors des clous. Et même quand il y a des passages piétons, on sait très bien en France qu'ils traversent aussi en dehors des clous. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été évalué et mis dans leur dataset à la base. Et ça, c'est un biais. Et du coup, il y aurait eu plus de diversité peut-être dans l'équipe qui a fait le dataset. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite à la campagne, quelqu'un comme Carole qui habite au milieu de la montagne, qui aurait dit, mais attendez, les routes là, elles ne ressemblent pas vraiment à ce que je connais moi des routes en fait. Oui, typiquement, je l'ai déjà dit. C'est hier, on a eu quelques annonces de Tesla concernant le véhicule autonome et le fait qu'il faudrait garder un conducteur vigilant. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière vigilant? Et effectivement, j'ai rebondi sur la question parce que, comme le souligne Virginie, chez moi, les routes ne sont pas aussi droites que ce qu'on peut voir dans les corpus d'apprentissage de Tesla et ailleurs. Et chez moi, il y a par exemple des feux qui ne sont pas tricolores. Alors, quand on apprend des feux tricolores, on apprend effectivement les trois couleurs et puis le fait qu'il y ait une verticalité. Chez moi, j'ai un feu tout seul. Il clignote, il faut s'arrêter parce que c'est le passage d'une avalanche. Il vaut mieux le connaître, cet exemple-là, parce que l'avalanche va vous emmener. C'est mieux de savoir qu'il faut s'arrêter. Il n'y a pas de tricolore, il n'y a rien. S'il clignote, il faut s'arrêter avant le feu parce qu'en fait, c'est un couloir d'avalanche qui traverse la route. Et donc, la neige va traverser la route. Elle a toutes les priorités. C'est pire que les bus à Paris. Pour le coup, elle fera ce qu'elle veut. Donc effectivement, mon feu doit être appris et ça n'est pas par défaut un feu tricolore. C'est un feu particulier qui n'est pas tricolore celui-ci. Et effectivement, il y a cette nécessité d'avoir tous les cas de figure, surtout que, comme l'a souligné Virginie, le trait du passage piéton est en soi une feature, c'est-à-dire une caractéristique que va utiliser un système d'apprentissage pour se fonder sur le fait qu'il existe quelque chose. Et typiquement, justement, ces traits, ces caractéristiques qu'apprennent nos systèmes, parfois on arrive à les voir, à les connaître, à les identifier, parfois moins. Et effectivement, tout simplement, un corpus pour le... Enfin, là, dans la vraie vie, il n'y avait pas ce passage piéton, donc il n'y avait pas ces traits blancs. La caractéristique était manquante pour le système, donc ça a peut-être aussi amené à un manque de détection, puisque absence d'une des caractéristiques fondatrices pour détecter la présence d'eau. Merci à tous. Et d'un point de vue finalement plus sociétal, quels sont les dangers ou les risques d'une IA qui serait uniquement codée, développée par des hommes, relativement par exemple au patriarcat ou ce genre de choses. Quels sont les risques aussi pour la place des femmes dans notre société? Alors, je ne sais pas si la question sur cette formulation-là est la plus adaptée pour que je puisse y répondre. Mais en tout cas, s'il y a une seule population, quelle qu'elle soit, qui crée un algo, qui crée un modèle via un dataset et ainsi de suite, il y a de fortes chances que ce modèle soit biaisé par rapport à leur vision de la vie. Et effectivement, si ce sont que des hommes qui créent ces modèles, ils risquent d'oublier peut-être des particularités féminines, mais comme je disais, c'est sur toutes les diversités que ça s'applique. On a des systèmes médicaux qui sont entraînés avec uniquement, par exemple, des radios d'hommes qui marcheront mal sur des radios de femmes parce qu'il y a certaines particularités physiques à certains endroits du corps qui font que ça ne donne pas les mêmes images. C'est aussi très vrai sur des personnes qui viennent de lieux différents en fait, dans le monde, où il y a des différences en fait, aussi sur certaines applications. Et on sait que, par exemple, les applications de détection du cancer du sein sont très efficaces quand on est plutôt de type européen, caucasien,
mais que quand on est d'origine africaine, et ben en fait, ces applications-là ne marchent pas bien et ne détectent pas bien. Donc voilà, donc je pense que c'est plus qu'une question, c'est pas une guerre homme contre femme, c'est plus, faut de la diversité en fait vraiment, et tout modèle qui sera pas créé par de la diversité en faisant attention que cette diversité soit respectée risque d'avoir un fort biais et d'avoir des grosses conséquences, parce qu'autant les personnes remettent en cause les décisions d'autres personnes, autant ils ont tendance à accepter une décision d'algorithme en disant bah, c'est l'informatique, c'est la machine qui le dit. Si elle le dit, elle a raison. Et effectivement, quand la machine fait un calcul, elle a toujours raison. Enfin, sauf des cas très très particuliers, mais vous demandez de faire un calcul très compliqué à une machine, le résultat qu'elle vous donne, il est bon. Donc on a l'habitude de leur faire confiance. Par contre, quand on utilise des modèles d'IA, il n'y a pas une confiance à 100% à avoir parce qu'en fait, on lui a juste appris à partir d'exemples et le modèle peut se tromper et va se tromper des fois. Il faut être capable de le remettre en question. Et ça, les personnes qui ne travaillent pas avec l'IA, on peut tendance à se dire ah oui, mais le modèle a pu se tromper. Et du coup, s'il n'y a pas de remise en cause et qu'il y a un biais dedans, bah forcément, ça risque de mener à des catastrophes. Et il y a plein d'exemples qui existent de modèles qui sont allés. Donc, il y a la voiture d'Uber qui a écrasé quelqu'un, mais je pourrais vous parler de plein d'autres modèles qui ont eu des soucis de ce type-là, quoi. Oui, puis à la limite des conséquences moins gravissimes qui n'amènent pas la mort d'un individu, vous prenez des systèmes de reconnaissance de la parole avec la diversité des voix qui existent, la reconnaissance du locuteur. Il y a effectivement ce besoin de représentativité dans les corpus d'apprentissage puisque nos voix sont le fruit effectivement de l'imprégnation du genre puisque physiologiquement, hormonalement, on n'a pas à tous les âges de la vie la même voix et avec la même amplitude. Pensez aux voix âgées qui ont tendance à se fatiguer, une voix vieillie, au même titre que votre peau ou que le reste de votre organisme. Les voix d'enfants ont cette capacité absolument merveilleuse de passer du très très bas au très très haut pour redescendre un peu, pour remonter. C'est une horreur pour un système. Parce que justement, il n'y a pas cette stabilisation, il n'y a pas une espèce de bande à l'intérieur duquel on ne bouge plus, non, on peut vraiment monter, faites le test avec des enfants, demandez-leur de chuchoter, ils vont chuchoter, ils vont y mettre toute leur bonne volonté, puis à un moment donné, ça va monter, puis ça va redescendre. Voilà, donc la diversité, la représentativité dans le corpus d'apprentissage est extrêmement importante, et ce que je voulais souligner aussi, c'est que effectivement, dans une équipe, chacun vient avec sa culture, mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas s'imprégner non plus de la culture de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi amener des hommes à travailler un corpus avec des voix de femmes sans que leurs yeux saignent ou que leurs oreilles saignent. Hein, tout se passe bien, ils l'apprennent très très bien. Généralement, ça se passe très bien. Et inversement, on peut être une femme et travailler sur des voix d'hommes ou des voix d'enfants. Je ne suis plus une enfant depuis longtemps. Et pourtant, j'arrive encore à travailler avec des voix d'enfants et à les reconnaître. Voilà, il y a aussi cette prise de conscience et ce qui est amusant avec les outils quand on les évalue, comme Virginie le souligne, quand on évalue nos modèles et qu'on se dit oh, et dans ce cas-là, il n'est pas bon, celui-là va falloir itérer. Et bien voilà, l'itération, le réapprentissage, les nouvelles données incluses dans le dataset permettent justement de se rendre compte des biais et de se dire ah bah oui, effectivement, on n'avait pas du cas-là, moi je ne le fais pas, et donc je n'y ai pas pensé. Un autre exemple très bête, quand on fait des chatbots et quand on fait de la détection d'intention, on cherche à savoir quel est l'objet de la question, qu'est-ce qui est demandé par l'utilisateur, donc quelle est l'intention langagière de l'utilisateur, et si je dis acheter un bouquet de fleurs, je peux le formuler de tas de façons différentes. Je peux parler de bouquet de fleurs, je peux parler de fleurs, je peux parler de trucs en pot, je peux parler de fleurs coupées, de bouquets ronds, de bouquets carrés. J'ai des mots d'argot pour désigner les fleurs. Pensez au fric, je peux demander du flouze, des ronds, des patates. Voilà. Et donc, tout ça, alors en tant que linguiste, c'est mon biais à moi. Je fais attention à ce qu'il y ait plusieurs représentations d'un même mot ou d'une même expression. Pour autant, j'en oublie. Pour autant, j'ai des manques culturels parce que je ne suis pas omnisciente et que j'ai des façons de dire, de faire, en mettant plus de mots, en mettant moins de mots, en mettant pas de disfluence, en mettant, etc., ou en ne mettant pas, qui fait que c'est aussi bien de cartographier le langage des autres pour voir tout ce qu'on met dans un seul et même chatbot, de façon à ce qu'il soit capable de reconnaître l'intention
pour tout un tas de locuteurs différents, parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que les locuteurs, les utilisateurs finaux, font ce qu'ils veulent. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de forcer quoi que ce soit. Mais en amont, cartographions, essayons d'apprendre toutes ces différences et de les regarder de façon à pouvoir les faire apprendre au système. Justement, par rapport à cela, afin de justement garantir au-delà d'une mixité, même une diversité globale dans ce qui est mis en œuvre, euh, il me semble qu'on peut partir sur des éléments comme des audits sexués, par exemple, ou encore comment prendre en compte finalement l'altérité au-delà de la mixité de manière globale. Quelles sont les astuces ou les conseils, les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Alors, je vais parler d'un exemple qui s'est passé il y a quelques années pour montrer justement peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Amazon avait créé un modèle d'IA qui permettait de pré-trier les CV. Et donc, en fait, ça permettait parce qu'ils reçoivent beaucoup de CV, hein, effectivement, pour travailler chez eux, ça permettait de dire quels étaient les CV les plus intéressants et de les mettre en avant. Donc, officiellement, Amazon n'a pas déployé ce système, mais il s'avère qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui l'ont utilisé dans l'entreprise pendant une durée assez importante, puisqu'on estime que certaines personnes ont utilisé ce système pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on confiait tous les CV qu'ils recevaient à ce modèle qui leur disait quels étaient les CV les plus intéressants. Et après analyse un petit peu du fonctionnement au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, le modèle était ce qu'on pourrait appeler misogyne, parce qu'en fait, si vous étiez une femme, vous aviez très peu de chances d'être sélectionné et que votre CV passe cette barrière-là et soit montré comme étant très intéressant. Pourquoi en fait, il y a très peu de femmes qui sont recrutées dans le numérique, hein, comme on sait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement. Et du coup, statistiquement, parce que le machine learning, c'est juste des stats, statistiquement, être une femme ne semble pas être un caractère influent favorablement sa présence dans des équipes. Et ils avaient cependant pensé à enlever le genre de la personne, c'est-à-dire que dans le CV, avant de le donner au système, le genre était supprimé. Donc là où c'était marqué homme, femme et ainsi de suite, c'était supprimé, mais ils donnaient le reste du CV. Et en fait, ils se sont rendus compte que s'il y avait cette différence homme-femme, c'était pas juste sur la présence de homme-femme, mais sur d'autres caractéristiques qui indiquaient que c'était plutôt une femme ou plutôt un homme sur le reste du CV, du texte du CV. Et du coup, aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles qui sont dans les écoles privées qui sont réservées aux hommes ou réservées aux femmes. Donc, ça donne une idée assez nette du genre de la personne. Il y a aussi des occupations qui sont plutôt des occupations d'hommes ou plutôt des occupations de femmes. Il s'avère que quand on est entraîneur de foot pour l'équipe locale, on a de fortes chances d'être un homme. Et quand on est fan de scrapbooking, on a plus de chances d'être une femme. Et du coup, ils n'avaient pas pensé à ce genre de biais-là. Et finalement, le modèle, quand il a été créé, quand il y a eu la phase d'apprentissage, c'est basé sur ça. Donc, c'est très difficile de se dire que le genre est juste porté par la colonne genre homme-femme et qu'il faut juste la supprimer et que si on supprime cette colonne, en fait, on va résoudre tous les problèmes parce que du coup, on ne peut pas avoir de biais sur le genre parce qu'on peut avoir des biais sur les genres qui sont cachés à plein d'endroits différents. Et c'est ce qui s'est passé pour ces CV. Et du coup, c'est assez difficile d'estimer tous les biais potentiels parce que les biais ne sont pas forcément visibles avec j'ai une colonne qui indique, je ne sais pas, couleur de peau par exemple. Ça n'existe pas forcément cette colonne-là, mais ça va peut-être être déduit d'autres choses derrière. Et c'est là que c'est compliqué de se dire qu'est-ce qui fait que, que ça penche d'un côté ou de l'autre et il faut une analyse un peu plus fine du modèle qui est produit derrière, quoi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les caractéristiques qui sont retenues par un système. On peut parfois avoir une maîtrise dessus ou du moins voir en évaluation ce sur quoi le système s'est appuyé pour arriver à déterminer effectivement statistiquement une liste de gagnants, parce qu'en fait c'est ça avec une probabilité d'existence, sachant qu'effectivement si le système n'a jamais vu un cas, il ne le sortira jamais, il n'a pas appris. Un exemple qui se comprend très très rapidement, c'est ce qu'on appelle dans les systèmes de sous-titrage ou de traduction un mot hors vocabulaire. Si vous êtes spécialiste d'un domaine particulier, médical par exemple, et que vous ne mettez pas le nom d'une maladie dans le modèle de langage, eh bien fatalement, même si ce nom est prononcé, on sortira autre chose parce qu'il n'a aucune probabilité d'existence dans le système n'ayant jamais été appris.
Donc ça donne parfois des choses très drôles. Je cite souvent un exemple plus léger qui est le nom du président de l'université du Maine où je travaillais. Rachid El Guerjouma fait très joli discours souvent, mais comme tout à chacun, saute aussi rarement en disant bonjour, je m'appelle Rachid El Guerjouma, à moins qu'on l'invite à le faire. Et dans les corpus d'apprentissage, nous n'avions à aucun moment son nom prononcé et graphié dans les corpus d'apprentissage. Et fatalement, au moment de la répétition, fort heureusement, on est malin pour les répétitions. La machine se met d'un seul homme et un de mes collègues reprend la parole, la machine et le présente et à ce moment-là dit Monsieur El Guerjouma, veuillez continuer, Rachid El Guerjouma, veuillez continuer. Et mon système tout de go de sortir l'Arachide de la courge. Parce que c'était ce qui était le plus probable. Et c'est vrai, c'est ce qui est le plus probable. Mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir sorti ça. C'est horrible, mais GPT-3 qui parle du suicide et qui conseille à quelqu'un, à son interlocuteur humain, quelque chose d'affreux et d'abject, pour le coup, le système est bon dans la détection. Parce que vu le discours, effectivement, il était question de suicide. C'est horrible, c'est abject, c'est moche. C'est à l'humain d'en porter la responsabilité eu égard à l'évaluation. En revanche, le système, d'un point de vue stat, comme le dit Virginie, d'un point de vue probabilité d'existence, dans les deux cas, il a été bon. C'était un défaut d'apprentissage, un défaut effectivement de représentativité dans le corpus, de présence dans le corpus. Et c'est aussi à nous, en amont, alors pour en revenir à l'audit sexué, j'ai rarement entendu cette expression-là. Mais effectivement, quand on fait de l'apprentissage et qu'on veut, par exemple, classifier, mettre des labels, et qu'on fait des algorithmes de classification, on entend beaucoup parler d'eux, eh bien, on s'assure que pour chaque catégorie apprise, on ait quand même une représentativité un peu égale, enfin, du moins qu'il n'y ait pas une surreprésentation d'une classe par rapport à une autre. Alors, effectivement, on a des fonctions pour contrebalancer quand on a une classe où il y a un petit peu moins de représentation et une classe où il y a beaucoup de représentation. On a des fonctions pour remettre un petit peu de tout ça sur un pied d'égalité, mais on peut avoir effectivement dans des corpus très très peu de rage et très très peu. Alors, pensez à une relation client. Vous n'appelez pas votre assureur pour lui dire que tout va bien et que vous êtes parfaitement heureux dans votre contrat d'assurance. Donc, en général, j'ai assez peu de joie dans les conversations téléphoniques avec l'assureur. Donc, quand on veut mettre en place un bot, fatalement, joie est un petit peu sous-représenté, donc sortiront encore moins puisqu'il n'est pas appris. On retrouve ce que nous a très bien expliqué Virginie tout à l'heure. Donc, on peut effectivement jouer sur certaines fonctions pour contrebalancer ça, mais il y a aussi nécessité d'aller y voir et effectivement de regarder ce que peut apprendre le système et d'essayer d'avoir un audit en amont, alors qu'il soit sur les genres, pour savoir quelles sont les réalités des données à noter, quels sont les volumes de données, quels sont les volumes par label, de façon à ne pas faire de bêtises et à éventuellement en conscience rassembler des labels ou en exclure certains. Merci Carole. Du coup, juste pour compléter, en fait, le modèle en lui-même, enfin, la phase d'apprentissage, l'algorithme d'apprentissage n'a pas de biais intrinsèque. Un algorithme d'apprentissage, ça ne fait que des stats sur ce qu'on lui donne, sans avoir idée de qu'est-ce que ça veut dire ou quoi que ce soit. C'est complètement neutre, c'est très très froid. Et donc, en fait, les biais, ils sont soit dans les données de départ, et ils sont visibles dans les données de départ, soit ils vont être statistiquement découverts parce qu'il y a un hasard dans les données de départ qui feront que ça va se retrouver dans le modèle. Il y a un cas qui est assez connu sur de l'image, de la classification d'images, où en fait on donnait une image à un algo, on lui demandait qu'est-ce que c'était, et en fait il s'avère qu'il avait confondu certains huskies avec des loups, et du coup ils ont créé, les chercheurs, un modèle qui permet de déterminer les pixels qui ont servi à choisir la classification finale. Donc, ils ont demandé sur ma photo de husky, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est un loup alors qu'en fait, non, c'est un husky. Et il s'est avéré que les pixels qui sont ressortis étaient uniquement ou quasiment uniquement des pixels de fond qui étaient de la neige, parce que dans le dataset, toutes les photos de loup étaient sur un fond neigeux et toutes les photos de chiens étaient sur un fond de terre, sable, herbe ou autre. Et du coup, à chaque fois qu'il détectait de la neige, il disait loup, parce qu'il n'y a pas cette cohérence, ce bon sens que nous on a. On sait que ce qu'il faut regarder, c'est l'animal au milieu. Statistiquement, qu'est-ce qui était présent sur toutes les photos de loup et qui était le plus simple à détecter? C'était la neige.
Donc, nous avions un détecteur de neige, en fait, plus qu'un détecteur de loups. Et là, on ne voit pas le biais en entrée parce qu'il y avait autant de loups que de chiens ou quoi que ce soit. Mais le modèle a trouvé des liens auxquels on n'avait pas pensé a priori, quoi. Donc, on a à la fois des moyens de c'est extrêmement efficace et extrêmement discriminant. Ah bah j'ai de la neige, c'est bon, et pam, dans ce label-là, c'est Juggle. Ben, on y va. Ah bah c'était plus simple, hein. L'algo, il se plantait pas et tout. Il fait le plus simple possible. Il cherche la relation la plus simple, statistiquement parlant. Et là, voilà, on a des moyens de chercher des biais dans des datasets. Maintenant, avec des analyses statistiques de ces datasets, en faisant attention d'essayer de couvrir la majorité des cas, en regardant par rapport aux cas réels, qu'est-ce qu'on aura en réalité et pas seulement qu'est-ce qu'on nous donne pour apprendre, parce que des fois, il y a un pas entre la réalité et le dataset qu'on nous fournit à la base. Je pense que Carole a vécu ce genre de choses à de nombreuses reprises. Mais on a aussi des moyens maintenant avec tout ce qui s'appelle Explainable AI, c'est une branche de l'IA qui va analyser des modèles qui sont créés et qui vont chercher qu'est-ce qui a permis dans les données d'entrée de prendre la décision. Et comme ça, on peut voir est-ce que c'est l'âge de la personne, est-ce que c'est son école. Et par exemple, sur le système RH d'Amazon, peut-être qu'ils auraient pu dire, ah bah tiens, le fait qu'elle fasse du scrapbooking, je lui mets moins 0,3 comme décision de la prendre. Pourquoi le scrapbooking, pourquoi on ne recrute pas des gens qui font du scrapbooking? Est-ce qu'il y a un problème avec les gens qui font du scrapbooking? Et si s'était posé cette question, on fait cette analyse, il se serait dit non, en fait, il y a peut-être un autre biais derrière, c'est que les personnes qui font du scrapbooking sont peut-être plutôt des femmes et c'est pour ça qu'on va ne pas les recruter en fait, par rapport à des gens qui sont entraîneurs de foot où apparemment ils ont un bonus de plus 0,3 sur la décision d'être sélectionnés. Pourquoi en fait la partie centre d'intérêt du CV ne devrait pas intervenir dans la sélection de quelqu'un sur un robot de ce type-là, quoi. Normalement, ça devrait analyser les compétences, l'expérience et voilà. Et du coup, on a des moyens potentiels de trouver ça, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps et ça demande aussi la volonté que les personnes le fassent pour déjà qu'elles aient conscience que c'est possible, qu'elles aient connaissance des techniques et qu'elles se disent, OK, on va le faire, on va prendre le temps et donc l'argent nécessaire pour faire cette analyse-là. Qu'elle soit en amont sur le dataset ou qu'elle soit en aval sur le modèle qu'on a créé pour vérifier que ça colle en fait et pas se retrouver avec un détecteur de neige en fait. Voilà. Et du coup, ça veut dire que pour l'histoire des CV avec le scrapbooking, par exemple, ça veut dire que d'abord, l'IA a détecté que le scrapbooking, c'était des femmes, finalement. Alors, le modèle d'IA n'a pas associé scrapbooking à homme ou femme parce que c'est une notion de bon sens que nous on a mais qui n'a pas le modèle. Par contre, il a associé le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient recrutés qui étaient dans le foot, mais il y avait très peu de gens recrutés qui étaient fans de scrapbooking. Donc finalement, être fan de scrapbooking, ça n'a pas l'air d'être hyper intéressant. De même que, par exemple, je ne sais pas, hein, dans mon équipe, on a recruté beaucoup de gens qui font du Python, mais très peu de gens qui font du Java. Donc Java ne semble pas être un critère pour recruter quelqu'un dans mon équipe. Il avait fait la même chose, mais sur la passion de j'aime le foot ou je préfère le scrapbooking, quoi. Et malheureusement, il s'est trouvé que ces caractéristiques peu représentées étaient celles qui étaient majoritairement associées aux femmes, qui étaient elles-mêmes peu représentées dans le dataset, en fait. Voilà. Donc, personne n'a dit on veut un truc misogyne, c'était... Pardon Virginie, c'est une cascade de sous-représentation en fait. Faut bien avoir en tête qu'un système ne comprend rien et ne cherche pas à faire du cognitif ou du sémantique. Pour le coup, c'est vraiment un faisceau d'indices qui l'amène à déterminer statistiquement la prévalence de quelque chose sur quelque chose d'autre, sans autre forme de procès et sans y mettre des préférences ou de l'affect. C'est purement statistique et purement un enchaînement d'indices qui permet de déterminer donc effectivement, il n'y a jamais eu. Il ne faut pas se réimaginer un passage par le genre sur l'histoire du scrapbooking ou d'entraîneur de foot, mais réellement, j'ai vu beaucoup et dans ces cas-là, c'était chouette, donc je le garde, et dans ces cas-là, j'en vois quelques-uns et c'est pas bon, donc je jette. C'est très binaire. On va en revenir à l'informatique pure et dure, c'est binaire. Hein. Oui, tout à fait. Je pense qu'on arrive à peu près au terme des 45 minutes. J'aimerais juste vous reposer une petite question chacune, de savoir comment vous, en tant que femme, vous étiez arrivée
dans l'intelligence artificielle alors qu'elles sont finalement peu représentées. Qu'est-ce qui fait que vous y avez été, vous faites partie de cette petite proportion? Beaucoup de hasard, je pense. Il s'avère que non, j'ai toujours été intéressée par l'informatique depuis que j'étais petite. En fait, j'ai trouvé ça génial de pouvoir coder, développer des trucs. Enfin, j'ai commencé par la calculatrice, en fait, à coder des programmes sur ma calculatrice, des jeux sur ma calculette, comme on faisait nombreux à cette époque-là au lycée. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir créer quelque chose juste en tapant du texte, en fait. Voilà. Donc, je me suis intéressée à l'informatique. Puis après, j'ai découvert qu'ingénieur informatique, c'était un métier qui ne me correspondait pas du tout et que j'avais pas envie de faire parce que j'allais m'ennuyer. Et à ce moment-là, en même temps, j'ai découvert l'intelligence artificielle et j'ai fait, oh bah cool, ça reste de l'informatique, on peut créer des trucs, ça a l'air super fun. Donc voilà, je ne savais pas trop quoi faire d'autre, donc je me suis dit, bah, on va faire de l'IA et c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu par hasard à faire une thèse. Une succession de hasards m'a amené à avoir une thèse en intelligence artificielle que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu avant et de longue date, quoi. Voilà. Et alors, moi, je vais tomber dans le cliché aussi, puisque j'ai un parcours hyper classique, de lettres classiques, de prépa, très jeune fille 19e finalement. Donc, vous aurez le droit de rire. La seule chose que je ne sache pas faire, et c'est sans doute un tort, c'est que je ne sais pas jouer du piano. Mais alors, sinon, j'ai eu tout ce qui est extraordinairement classique, latin, grec, théâtre, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, enfin, voilà. Donc, un vrai parcours classique, voire féminin classique dans le cliché, quoi. On se croirait dans un plein de pouce. Mais un jour, j'ai aussi voulu faire une thèse. Alors pour le coup, c'était une volonté de ma part, mais je voulais travailler avec des vrais corpus parce que je voulais pas construire des exempliers pour les besoins de la cause. Je trouvais ça très triste. J'ai eu l'opportunité dans ce contexte de rencontrer mon laboratoire de recherche qui est un laboratoire d'informatique. Et comme je trouvais qu'entre le latin et le programme en Python, il y avait une petite similitude sur ce langage codé, je m'y suis intéressée et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Chouette. Comme quoi, finalement, les parcours ne sont pas tout tracés. Et voilà, il y a des surprises aussi. C'est peut-être quelque part aussi l'évolution de notre société, de la place du numérique et de tout ça qui fait que finalement vous êtes arrivé dedans. Enfin, ça n'existait pas forcément. Même je pense que ça n'existait pas du tout quand vous étiez jeune, en âge de réfléchir à quel serait votre avenir professionnel. Alors, l'IA existait déjà, puis ça date des années 50. Donc, je ne suis pas aussi vieille que ça pour que ça n'existe pas. Mais ce n'était pas à la mode et on n'en parlait pas tellement, en fait. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, c'était quelque chose qui était très peu connu. On était dans ce qu'on appelle les hivers de l'IA. Donc, c'est des périodes où il y avait peu de fonds, peu de communication autour, peu de choses qui se faisaient. Il y avait des gens qui continuaient de travailler et heureusement parce que sinon, Yann Lequin n'aurait jamais fait ce qu'il a fait et on ne serait pas actuellement dans le buzz autour de l'IA dans lequel on est. Mais effectivement, c'était pas très connu. Il y avait des gens qui en faisaient et c'est comme ça que je suis tombée dedans un petit peu. Mais voilà. Et juste une précision aussi, avec Carole, on a toutes les deux un doctorat, mais au final, on est peut-être parmi les exceptions actuellement des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle à avoir des doctorats. Parce que quand je regarde dans mon équipe, par exemple, les doctorats, c'est pas ce qu'il y a le plus. Et la majorité des personnes ont plutôt des bac plus 3, bac plus 5. Donc, je pense qu'il y avait un parcours nécessaire, on va dire, à notre époque, parce que c'était pas connu, qu'il n'y avait pas de demande ou quoi que ce soit, et que maintenant, c'est plus forcément le cas, parce que comme l'IA est très recherchée, très demandée, on a des formations qui sont apparues avec des formations plus courtes et sur des niveaux moins élevés. Et du coup, voilà, avoir une thèse n'est pas un critère principal pour faire de l'IA, voire même, ça sert plus à grand-chose, en fait. Voilà. Enfin, c'est mon avis, mais oui, c'est important de le préciser aussi. Il y a des choses très importantes. Moi, j'y suis entrée aussi pour l'appétence par rapport au langage et par rapport aux données. Et sauf que à mon époque, les masters data science ou linguistique computationnelle ou préparation de données, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est très drôle pour moi, parfois d'enseigner dans des modules sur ces formations, parce que les étudiants me disent ouais, mais vous avez toujours. Non, mais moi, à mon époque, c'était pas un concept. Hein. On le faisait par voie de conséquence et par besoin. Enfin, j'ai préparé des corpus au labo
plutôt pendant ma thèse, mais pour rendre service, pas dans une optique où j'étais annotatrice et préparatrice de données, et puis après data scientist. C'était vraiment parce que il faut le faire, on le fait, je suis là, ça me plaît, faisons-le. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a un peu de recul, on apprend à le faire bien, à avoir quelques bonnes pratiques, à avoir un peu de recul sur la situation, à justement faire ces audits dont on parlait tout à l'heure, et ces inventaires de données, en essayant d'être le plus ouvert possible et à d'autres cultures et à d'autres pratiques que la sienne. Mais c'est assez amusant de voir qu'effectivement, il y a un côté un peu presque âgé dans nos parcours par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous plaît chacune dans l'IA aujourd'hui? Alors, pour ma part, je pense que c'est la diversité des cas qu'on arrive à traiter, parce que je travaille dans une ESN et pas pour un client final, donc je ne fais pas qu'une seule chose. Et j'adore en fait, je suis très curieuse, j'adore aller voir plein de clients différents, voir comment ils travaillent, aller dans des usines pour voir les processus de fabrication et me dire où est-ce que je peux les aider, où est-ce que mes compétences peuvent leur permettre de gagner du temps ou d'améliorer la qualité de ce qu'ils font ou de leur simplifier la vie ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression d'être un petit peu, entre guillemets, utile. Alors, je ne suis pas médecin, je ne sauve pas des vies, mais j'essaye d'apporter quelque chose à d'autres personnes via ce que j'ai appris. Et du coup, c'est cool. Et en plus, dans des environnements toujours différents, en fait. Donc voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup. On peut trouver du sens aussi là-dedans. C'est l'opportunité qu'on a de continuer à être curieuse et d'apprendre des nouvelles choses. C'est pas forcément évident quand on a un métier. Alors évidemment, il faut continuer à se former, il faut continuer à être curieux, mais nous, on nous l'offre, cette opportunité au quotidien avec différents cas d'usage, différents locuteurs. Moi, je découvre différentes langues, différentes façons de parler et dans des circonstances langagières très différentes. Et c'est amusant. Et parfois, en ayant l'occasion de visiter des usines, des lieux de transport, et où je remets des chaussures de sécurité pour aller faire une visite et pour comprendre comment ça fonctionne, comment les experts font pour les aider au mieux sur des outils qui après viendront dans l'entrepôt ou dans l'usine ou dans le PCC, dans les avions, pourquoi pas aussi. C'est d'ailleurs très très marrant entre guillemets, pour nous, c'est un jeu en fait sur une journée, par exemple, d'aller prendre la tenue de quelqu'un d'autre et d'aller faire son travail. C'est un peu le vie ma vie en version fun. Et en plus, on est payé pour ça, donc c'est quand même top. C'est sympa, je connaissais pas cette phase, enfin cette facette du métier aussi. Effectivement, finalement, ça peut permettre d'assouvir la curiosité de chacun, de chacune. Ok, chouette. Merci du coup à toutes les deux. Est-ce que vous auriez une ou des ressources à proposer aux personnes qui nous écoutent pour aller un petit peu plus loin dans leur réflexion et poursuivre les échanges qu'on a pu évoquer? Carole, est-ce que tu veux bien commencer? Alors, je me suis amusée il y a quelque temps déjà à faire toute une série de podcasts avec Jean-Luc Marini et justement, il y était question des biais, des anecdotes en tout genre, des outils d'intelligence artificielle et de la parole, puisque les gens, tous, moi, Virginie, toi, Catel, et nous tous au quotidien, on est plein d'inventivité quand on parle et on pose plein de problèmes au système qui ont appris, mais pas ce qu'on fait nous. Et c'était l'occasion d'expliquer tout ça à travers des vrais exemples. On s'est beaucoup amusé. Je crois que c'est suffisamment amusant pour permettre d'avoir envie de tirer des fils après, plus ou moins techno ou sur différents domaines de l'IA. Mais on s'est bien amusé et je crois qu'on s'y amuse aussi quand on... Merci Carole. Du coup, je viens de mettre les liens dans la fenêtre de chat pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'il en est. Et toi, Virginie, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Moi, je recommanderais une formation qui est très très bien faite pour des personnes qui voudraient découvrir un peu l'IA, comment ça marche, qu'est-ce qui est derrière, qui s'appelle Elements of AI. Donc c'est fait par une université, l'université d'Helsinki, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, il y a 2 niveaux différents. Elements of AI qui existe en français et vraiment sur les concepts de base de ce qui est derrière avec des petits exercices à faire qui ne sont pas des exercices de code, hein, c'est des QCM, des cases à cocher, des choses comme ça. Et il y a un tome 2 en quelque sorte qui est sorti qui s'appelle Building AI
qui est la suite et qui va permettre d'aller voir ce qui est dans le code avec des niveaux, c'est-à-dire que vous ne soyez pas du tout développeur ou que vous soyez déjà bon développeur, vous aurez des exercices adaptés à votre niveau et ça permet de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, donc comment fonctionnent les fameuses statistiques qui sont derrière, comment on les fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en maths ou d'être bon en maths, il faut juste savoir ce qui est une moyenne, un écart type et ce genre de choses, ça suffit amplement pour faire ces formations et vraiment elles sont, je les trouve très très bien faites et très très bien présentées. Oui, je suis complètement d'accord avec Virginie. Je me permets de te piquer l'idée et la recommandation. Merci Virginie du également partager les liens dans le chat pour que vous puissiez aller consulter ces ressources. Donc voilà, si vous avez des questions ou des remarques, des échanges à faire avec Virginie et Carole, profitez de leur présence pour poser vos questions sur le sujet de l'intelligence artificielle ou sur leur parcours ou la place des femmes dans le numérique et dans l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai Nadège qui avait posé quelques questions pendant votre intervention. Elle demandait, est-ce que l'IA pourra un jour comprendre des symboles, par exemple la colombe égale la paix, le cœur égale l'amour? Alors moi j'ai l'impression que oui, c'est déjà le cas par exemple avec les réseaux sociaux et les petits cœurs, les petits bonhommes en colère, tout ça. Est-ce que vous pouvez confirmer ou non ça? C'est tout à fait dans les capacités actuelles. Ouais, c'est une forme de langage comme un autre, les smileys. Donc, on apprend effectivement les tables de correspondance et les liens associés à un signe. Et donc, la présence de plusieurs signes permet de déterminer un certain nombre de choses. On retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec de la classification et d'apprentissage. Par contre, comme on disait tout à l'heure, ça n'apprendra pas de nouvelles formes qui viendraient juste d'apparaître ou quoi que ce soit. Ça ne peut pas deviner les choses. Donc, ça ne peut qu'apprendre ce qui existe déjà. Et si on faisait un modèle aujourd'hui, bah, peut-être que dans 6 mois, il ne détecterait pas parce qu'on a un nouveau sens derrière un emoji particulier parce que, je sais pas, il y aurait eu une vidéo qui aurait fait le buzz autour de ça ou je ne sais trop quoi, ou une pub à la télé ou un film. Et du coup, ça n'apprend que depuis ce qui s'est passé avant et ce qui existait déjà, en fait. Voilà. Il n'y a pas de bon sens, toujours pas. Si on revient à l'exemple des smileys, le smiley malade, c'est le smiley qui vomit, celui qui est vert. Et en ce moment, vous voudriez réapprendre un modèle, le smiley malade, c'est celui qui porte ça peut être celui qui porte un masque. Effectivement. Ça vieillit, c'est fou. Est-ce que l'IA est réservée uniquement aux grandes entreprises du fait du besoin d'un volume de données conséquent ou non? Non, c'est parce qu'en fait, oui, vas-y Virginie. En fait, il y a plein de techniques qui permettent d'apprendre en prenant des modèles qui ont déjà appris sur des gros volumes de données, qu'on va juste réapprendre en une sorte de surcouche sur les usages en particulier d'une entreprise. Et en plus, il y a plein de modèles qui apprennent, enfin, plein d'algorithmes d'apprentissage qui peuvent créer des modèles à partir de peu de données. Hein. On n'est pas forcément dans le deep learning à chaque fois. Donc, non, n'importe quelle entreprise, à partir du moment où il y a quand même des données qui existent, peut faire du machine learning sans trop de soucis. Oui, voilà. Alors, le deep, parfois oui, pas toujours. Et comme Virginie l'a déjà expliqué, effectivement, des modèles déjà pré-entraînés peuvent être très utiles. Et puis, pas de big data à tout craint tout le temps. Effectivement, un petit minimum de données, mais plus vous avez envie d'un modèle qui corresponde à un cas d'usage particulier, à une vie particulière dans l'entreprise, plus vous allez avoir besoin de vos données à vous. Et justement, cette adaptation-là se fait plutôt dans le ciselage que dans le big data bien. Merci. Virginie, tout à l'heure, vous disiez que vous disiez le salaire des femmes est aussi, peut aussi s'améliorer grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y avait une question sur ce sujet. Est-ce qu'il y a également des écarts de salaire entre hommes et femmes dans l'intelligence artificielle, comme on peut le constater dans d'autres domaines? Alors, si on prend déjà l'IA au sens très très large, forcément, quand on prend en compte les annotateurs qui sont souvent moins bien payés que les fameux data scientists, en sachant qu'il y a plus de femmes d'un côté et plus d'hommes de l'autre, on a des écarts. Mais même sur un poste donné, par exemple un poste de data scientist, bah,
on va observer les mêmes écarts que sur tous les autres postes qui existent en fait. Voilà. Donc même si les entreprises essayent de faire attention sur ces points-là, bah, dans les faits, on sait que c'est quelque chose de global et que ça s'applique à tous les métiers quasiment en fait. Voilà. Merci. On a une autre question. Tout d'abord, merci pour ce webinaire. Je suis arrivée en cours de route et cette personne voulait savoir si vous travaillez avec des UX designers et rencontrez-vous des complexités dans ce cadre? Alors oui, le nom, j'ai mon retour de caméra, je vois que j'ai bougé très très vite la tête. Le nom était non pas de complexité, mais oui, je travaille avec des UX designers sur certains projets, dans le cadre de chatbot par exemple, pour faire en sorte que l'expérience client, puisque c'est aussi un des domaines auxquels s'attaquent les outils d'IA, a besoin justement de cette expérience et que comme je le soulignais tout à l'heure, il est souvent assez vain de vouloir contraindre les utilisateurs à entrer absolument dans un moule et que plus on essaye de prévoir justement avec ces designers des expériences inclusives avec toute la diversité possible de tous les cas, qu'on ait des recruteurs dyslexiques ou non, qu'on ait des malentendants, des malvoyants, des bien entendants, bienvoyants, en essayant de prévoir un maximum de cas à l'intérieur de cette expérience et de la rendre la plus fluide pour tous. On fait de très jolies choses et c'est effectivement un poste avec très intéressant et avec qui c'est très intéressant de travailler puisque il y va d'une réussite. C'est-à-dire que si vous laissez les data scientists, les devs et les chercheurs dans leur coin, ils ne vont pas forcément penser à tous les cas d'usage et à tous les utilisateurs, donc on va avoir des soucis. Et en même temps, si vous faites des très 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 belles expériences très designées, mais que vous oubliez que la technique, elle n'est pas capable de faire ça, ça va pas fonctionner bien non plus. Donc il faut toujours, et parfois j'ai ce rôle de traductrice en mode la techno peut faire ça, on peut aller jusque là, on peut aussi prévoir ces cas-là, mais les limites sont là. Comment designer la plus jolie expérience possible compte tenu de ces limites et inversement. Merci Carole. Je pense qu'on va pouvoir clore cette table ronde. On a déjà un petit peu débordé, comme chaque midi finalement, pris dans la passion des échanges. Merci à toutes les deux, Virginie et Carole, pour votre présence et ces échanges. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette 4e session et puis d'avoir aussi été présents sur les précédentes. Nous espérons que vous avez apprécié notre événement numérique dans le regard des femmes. Vous avez été plusieurs centaines à vous inscrire, à nous suivre, à partager vos expériences dans le chat, à poser vos questions à nos invités. Si ces tables rondes vous ont plu, n'hésitez pas à nous faire savoir. Vous pouvez m'envoyer par exemple un mail à caletertre@eni.fr ou en partageant tout simplement les replays auprès de votre entourage. Donc là encore, je vais vous partager le lien où vous pourrez consulter ces replays et les partager aux personnes que vous connaissez. Voilà, nous réservons encore quelques surprises sur le sujet des femmes et du numérique, donc restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn et les autres réseaux, sur les pages Édition Eni, Eni École Informatique, Eni Service ou encore Eni Digital Learning. Et si vous souhaitez être tenu informé de toutes les prochaines actions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et ainsi je pourrai vous faire parvenir nos nouveautés sur ce sujet. Un grand merci à tous et à toutes au nom de toute l'équipe ENI et à très bientôt. Et merci à toi aussi, Catel. Oui, Avec plaisir.